Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier chaleureusement d'être présent avec nous aujourd'hui. Pour donner une petite information, là, on est à peu près de 47 personnes en ligne, puis à peu près 8 personnes en salle ici. Euh, donc, vraiment, j'ai oublié de me présenter, Pascal Priori, donc cofondateur et membre du conseil d'administration de Victimes des pesticides du Québec. Et moi, donc, l'enjeu de l'impact des pesticides sur la santé nous interpelle au plus haut niveau et nous projette devant des défis auxquels nous devons de faire face aujourd'hui, se retrousser les manches, dépasser les obstacles. Pour y arriver, donc, nous comptons en particulier sur votre collaboration et toutes les personnes intéressées présentes participent aujourd'hui. Pour résumer, la mission de Victimes des pesticides du Québec, elle est très simple et je vais vous en donner les grandes lignes. Il s'agit dans un premier temps de donner de l'information aux personnes victimes de pesticides, leur entourage et le grand public. Il s'agit aussi notamment de vulgariser l'information scientifique indépendante qui, chaque jour ou presque, s'accumule et qui améliore notre compréhension de l'impact des pesticides sur la santé. Victimes des pesticides du Québec vise aussi à évidemment mobiliser toutes les parties prenantes pour prévenir les risques sur la santé associée à l'exposition des pesticides et surtout promouvoir la prise en charge des risques lorsqu'ils ont eu l'impact, malheureusement. Et enfin, Victimes des pesticides du Québec souhaite s'associer à tout le réseau d'acteurs qui promeut des solutions non toxiques pour remplacer les pesticides. Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes qui sont impliquées dans Victimes des pesticides du Québec jusqu'à maintenant, et tous les membres du conseil d'administration qui sont impliqués et qui vont partiellement parler aujourd'hui. Donc pour les nommer, Serge Géa, Romain Rigal, Monique Bisson, Carpentier, Charles Cartier, Electra de la Gamette. Enfin, je tiens à souligner l'importance cruciale des organisations partenaires qui nous appuient aujourd'hui, qui appuient Victimes des pesticides du Québec. Donc, Partition du Québec, Autisme Montréal, Myelium Canada, Action pour la recherche sur le cancer du sein, Safe Food Matters, et évidemment beaucoup d'autres organisations qui sont intéressées et on espère pouvoir compter parmi nous prochainement. Donc, je vais commencer rapidement, après ce bref mot d'introduction, pour présenter quelques éléments sur l'enjeu des pesticides. Et ensuite, je passerai la parole donc à Louis-Éric Trudeau et à Romain Rical. Donc, pour commencer, il nous a semblé important de parler brièvement de la situation des pesticides au Québec, parce que c'est un sujet en apparence technique, et lorsqu'on ne maîtrise pas certaines bases. Donc, on va essayer de clarifier rapidement avec un temps restreint ces bases. Commençons par la définition. Mais les pesticides, c'est quoi? C'est d'abord des substances conçues pour tuer des organismes vivants dans des objectifs précis. Donc, il s'agit principalement de tuer des plantes adventices avec des herbicides, des insectes avec des insecticides ou des champignons avec des fongicides. Au Québec, il y a environ 400 différentes matières actives qui sont utilisées chaque année. Et il faut préciser que ces matières actives ne sont jamais utilisées seules, pures, entre guillemets, mais toujours en combinaison avec d'autres produits, en formulation complète, qui sont beaucoup plus dangereuses que les matières actives. En 2018, c'est à peu près 10 000 tonnes de pesticides qui sont vendus dans la province, selon le bilan de vente réalisé par la province. Et les herbicides à base de glyphosate sont de très loin les pesticides les plus utilisés. On peut aussi encore rappeler que le Canada autorise 46 pesticides interdits dans l'Union européenne parce que c'est trop dangereux. Aujourd'hui, au Québec, environ 70% de l'utilisation des pesticides est réalisée en milieu agricole, 14% en milieu urbain et 16% pour les industries, les corridors de transport énergétique, les forêts et le milieu aquatique. Comment nous sommes exposés à ces pesticides? C'est vraiment la question centrale. L'enjeu n'est pas de savoir si les pesticides sont dangereux, ils le sont, mais c'est à partir de quelle exposition. Or, malheureusement, à des degrés très variés, nous sommes tous exposés. D'une part, les personnes les plus exposées sont ceux qui vont en faire l'utilisation directe, donc notamment et surtout dans un contexte professionnel.
et qui vont s'exposer à travers la peau, à travers les vapeurs qu'ils vont respirer, etc. Ensuite, il y a toute l'exposition diffuse qui va concerner quasiment malheureusement tous les citoyens et citoyennes du Québec à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'alimentation de tout type que nous mangeons à chaque jour, pas seulement avec les évidemment, l'exposition diffuse va concerner en particulier les gens qui sont les plus proches des lieux d'utilisation des pesticides. Pour terminer cette petite introduction sur les pesticides, on voulait vous partager 3 constats rapidement. D'une part, rappeler que seulement un tiers des agriculteurs sont couverts par la CNSST, c'est-à-dire que les risques liés à la profession d'agriculteur et à l'épandage de pesticides ne sont pas couverts dans 70% des cas pour les agriculteurs. Ensuite, rappeler que les pratiques de protection minimale prévues par les autorités lors de l'homologation des pesticides ne peuvent pas être respectées dans la pratique. Autrement dit, lorsque quelqu'un utilise des pesticides, c'est très difficile d'avoir des équipements de protection individuels qui vont remplir tous les critères nécessaires sur lesquels les études se sont basées. Et puis, un chiffre simple, mais qui montre un petit peu la chose, c'est qu'en 2014, une étude du MACOPAC démontre que 45% des agriculteurs ne portent que rarement ou jamais de vêtements de protection lors de la préparation et de la pulvérisation de pesticides. Ça montre une chose, c'est que les normes prescrites pour une utilisation sécuritaire des pesticides ne sont en réalité que peu ou pas applicables. Un autre constat important, et après je vais laisser la parole, c'est que selon la direction de la santé publique de la Montérégie, concernant les enjeux sanitaires posés par les pesticides, je cite, il n'y a pas de collecte de données d'exposition ou d'incidents fiables. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation au Québec où l'enjeu de l'impact sanitaire des pesticides est grandement sous-évalué et très peu suivi. Et aujourd'hui, on ne dispose pas d'informations assez précises. Et c'est notamment un des enjeux sur lesquels les victimes de pesticides espèrent pouvoir contribuer. Voilà, ça va être tout pour moi pour l'instant. Merci beaucoup Pascal pour cette introduction. On va essayer de parler plus fort. Certains d'entre vous nous font des commentaires comme quoi le son est en sourdine. J'aimerais maintenant passer la main à Louis-Éric Trudeau, qui est chercheur à l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche sont spécifiquement axés sur les mécanismes de développement de la maladie de Parkinson et il vous montrera dans sa présentation comment les pesticides peuvent être utilisés pour induire de manière artificielle la maladie de Parkinson. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Louis. Eric. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait, merci. Bon. Alors bonjour, je suis professeur à l'Université de Montréal et je dirige une équipe de recherche qui s'intéresse effectivement aux mécanismes et aux causes de la maladie de Parkinson. Donc c'est un sujet que je connais bien. Je voulais juste, par ma brève présentation, vous en donner un petit peu plus en termes de formation de base là, sur la plausibilité de la question que les pesticides peuvent causer la maladie de Parkinson. Est-ce que c'est plausible au point de vue biologique? Et la réponse, je peux vous la résumer, c'est oui. Hein, ça fait depuis le début des années 80 qu'on a toutes sortes de données qui s'accumulent. Donc, ça fait une quarantaine d'années qu'on sait que les pesticides sont en mesure d'avoir des effets problématiques sur le fonctionnement de notre cerveau. Alors, premièrement, dans la maladie de Parkinson, je pense que vous êtes, plusieurs d'entre vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui en savez plus que moi sur la réalité de la maladie de Parkinson, qu'est-ce que ça veut dire être atteint de la maladie. Et en arrière de tous les symptômes que vous connaissez bien, notamment les symptômes comme les troubles du mouvement qui sont associés à la maladie, il y a beaucoup d'autres symptômes, mais on sait qu'à la base, là, qu'est-ce qui cause ces symptômes moteurs associés à la maladie de Parkinson? C'est une dégénérescence dans notre cerveau, dans un endroit assez particulier, une région qu'on appelle la substance noire. Ce sont des neurones qu'on peut voir ici sur une coupe de cerveau qui apparaissent de façon colorée ou pigmentée noire ici. Et on sait très bien, depuis longtemps, que dans la maladie de Parkinson, ces neurones-là, qui produisent un messager chimique qui s'appelle la dopamine, dégénèrent graduellement au fil des années, ce qui mène à l'apparition et ensuite à la détérioration progressive du mouvement, incluant également d'autres symptômes qui apparaissent avec le temps.
Maintenant, les neurones qui dégénèrent, ce sont des neurones qui utilisent comme messager chimique la dopamine. Et ces neurones-là ont beaucoup de connexions avec les autres cellules dans notre cerveau. Ce sont des chefs d'orchestre qui contrôlent plusieurs circuits dans notre cerveau, notamment ceux qui déterminent le mouvement. Donc, quand ces neurones-là meurent, on a des problèmes de mouvement. Ces neurones-là ont beaucoup de connexions et pour fonctionner, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Cette énergie-là, elle est produite dans nos cellules par des petites usines qu'on a à l'intérieur de nos cellules qui s'appellent les mitochondries. Alors, des mitochondries, on en a une qui est schématisée ici dans le bol en gros, avec ses composantes. Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ne pas comprendre ce que ça veut dire, tous ces termes-là qui sont présents dans l'image, mais rappelez-vous tout simplement que ces petits organites-là qu'on retrouve dans nos cellules, ils sont responsables de la production d'énergie dont nos neurones ont besoin. Et les neurones à dopamine ont besoin de beaucoup d'énergie parce qu'ils ont beaucoup de connexions avec les autres cellules. Maintenant, on suspecte depuis déjà de nombreuses années qu'il y a un lien entre la dysfonction de ces mitochondries et la mort des neurones dans la maladie de Parkinson. Il y a des formes génétiques de la maladie qui touchent une petite proportion de la population atteinte de la maladie. Et dans ces sous-groupes de patients-là qui ont la forme génétique de la maladie, on retrouve des mutations dans des gènes qui encodent justement des composantes des mitochondries. Donc, si on a des mutations qui causent la maladie, et ces mutations-là sont associées à un dysfonctionnement de nos mitochondries, on sait déjà, ça nous a aidé à comprendre qu'il y a un lien très étroit entre le fonctionnement des mitochondries et la maladie de Parkinson. Mais au-delà des causes génétiques, il y a aussi donc les causes environnementales de la forme plus sporadique de la maladie qui apparaît dans la population générale. Est-ce que ça se pourrait que la forme sporadique de la maladie soit causée aussi par des dysfonctionnements des mitochondries? Eh bien, il semble que ce soit le cas effectivement. Et il y a toutes sortes de données dont on dispose maintenant depuis le début des années 80 qui ont démontré que différents pesticides et herbicides utilisés généralement un peu partout dans le monde sont des molécules qui sont capables d'attaquer directement le fonctionnement de nos mitochondries, dont nos cellules ont justement besoin pour produire leur énergie. Alors, des pesticides et des herbicides comme le paraquat, la roténone, vous avez peut-être déjà entendu ces termes-là, ben, ces pesticides-là, on sait maintenant pertinemment que ce sont des molécules qui attaquent le fonctionnement de la mitochondrie. En présence de ces composés-là qui peuvent rentrer dans les cellules, dans notre cerveau, qui produisent la dopamine, eh bien, les cellules ont de la difficulté à produire leur énergie, donc sous la forme d'une molécule qui s'appelle l'ATP, et ça cause toutes sortes de problèmes dans ces cellules-là, et éventuellement, ça les mène vers une cascade qui mène à la mort de ces cellules. Et quand nos cellules sont mortes dans le cerveau, eh bien, ils ne vont pas revenir. Donc ça, c'est un événement dramatique. Alors, les herbicides, les pesticides peuvent causer des dommages aux mitochondries et donc peuvent causer potentiellement la maladie. Chez les êtres humains, ça, c'est toujours très compliqué à démontrer la relation de cause à effet. Ça prend des études épidémiologiques. Il y a des belles études qui le démontrent, ce lien. Mais pour le voir plus directement, on a des modèles animaux dont on dispose. Et ça aussi, ça fait longtemps. Ici, c'est une étude qui date de 2009, mais ça fait encore une fois depuis les années 80 qu'on donne des données qui montrent que chez les animaux de laboratoire, si on administre des pesticides et des herbicides comme la roténone, ici c'est une étude avec la roténone, eh bien on voit dans le cerveau une destruction graduelle des neurones qui produisent la dopamine. Alors ici, il y a une image qui vous montre une coupe de cerveau d'un animal de laboratoire qui est exposé à la roténone et on voit des taches blanches ici dans des régions où il devrait y avoir la production de dopamine. Dans les cerveaux normaux, on ne voit pas ces taches blanches-là. Ça témoigne du fait que dans le cerveau des animaux exposés à la roténone, il y a une dégénérescence graduelle des neurones qui produisent la dopamine. On voit dans le panneau du bas qu'il y a une baisse aussi des quantités de dopamine retrouvées dans le cerveau de ces animaux et aussi des problèmes de mouvement chez ces animaux qui ressemblent aux problèmes moteurs qu'on retrouve chez les gens atteints de la maladie. Donc, en quelques mots, je n'irai pas plus loin, mais en quelques mots, comme vous voyez, c'est très plausible de proposer que l'exposition à des pesticides puisse causer la maladie de Parkinson chez certaines personnes ou agir, à tout le moins, comme facteur qui augmente les chances de développer la maladie, peut-être induite par d'autres causes. Un facteur qui amplifie d'autres causes comme le vieillissement, comme des facteurs génétiques, etc. Donc, il y a bien des bonnes raisons d'appuyer cette idée que c'est plausible que ces pesticides-là puissent causer la maladie de Parkinson. Alors, je vais terminer là-dessus. Votre micro est fermé chez Parkinson Québec.
C'est bien gentil. Merci Louis-Éric pour le support technique et le support scientifique. Merci beaucoup. Les pesticides sont des produits toxiques dont les effets sur la santé humaine sont documentés par de nombreuses recherches indépendantes. De plus en plus de pathologies, dont les causes étaient le plus souvent inconnues, viennent trouver une de leurs explications dans l'exposition aux pesticides. On découvre alors que ces maladies, le plus souvent liées à des causes multiples, sont en partie associées à des activités humaines et notamment l'exposition aux pesticides. Dans ces cas, on peut parler de maladies d'origine humaine. En 2013, sous l'impulsion d'un groupe d'agriculteurs affectés par diverses maladies, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France a publié un important rapport sur l'impact des pesticides sur la santé humaine. Il en ressort que les pesticides sont des facteurs de risque pour le développement des lymphomes non-hodgkiniens, des myélomes, des leucémies, des cancers du sein et de la prostate, mais aussi des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, des troubles du système reproductif et des troubles du spectre de l'autisme. La fréquence de ces maladies dans les pays qui ont adopté une agriculture industrialisée explose littéralement. Le nombre d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme au Québec a été multiplié par 8 dans les 20 dernières années. De la même manière, on s'attend à un doublement de la population Parkinson en 2040. Ces augmentations ne s'expliquent pas par de meilleurs outils de dépistage. Chez les agriculteurs, la fréquence de dépression a également bondi dans les dernières années. En plus d'être témoins de la mort progressive de leur sol, ils sont victimes d'un affaiblissement de leur système qui régule leur humeur. La toxicité des pesticides s'exerce préférentiellement sur les organes en voie de développement, les ovules non fécondés des femmes qui seront mères demain, le système immunitaire et nerveux des enfants. Les expositions des jeunes favorisent une plus grande susceptibilité à l'âge adulte et donc plus de risques de développer une maladie. Ces expositions ne se limitent pas aux expositions professionnelles ou tout simplement aux agriculteurs. Nous sommes tous exposés aux pesticides. L'air que nous respirons dans nos maisons, les aliments et l'eau que nous ingérons regorgent de ces produits qui se retrouvent en concentration importante dans notre corps. Ces produits toxiques peuvent créer des modifications génétiques persistantes sur plusieurs générations. Ainsi, les changements qui en résultent peuvent être transmis aux enfants ou aux petits-enfants, même en l'absence d'une réexposition ultérieure. Depuis 2013, le poids de l'évidence de la toxicité des pesticides ne cesse de croître. Des études internationales continuent de mettre le doigt sur ce fléau fabriqué par l'homme. Des hommes, devenus malades suite à leur exposition, ont su, souvent au détriment de leur santé, démontrer devant des institutions publiques le lien existant entre les pesticides et leurs maladies. En 2012, l'agriculteur Paul François et son équipe de phytovictimes en France obtiennent du gouvernement français la reconnaissance de la maladie de Parkinson et du lymphome non-hodgkinien comme maladie professionnelle. En 2018, le jardinier professionnel Dwayne Johnson obtient de la Cour de Californie une amende record contre le géant Monsanto. Ces cas de maladie existent également au Québec. Le but de notre association est de les rassembler pour établir une agriculture saine et juste. J'aimerais d'ailleurs vous présenter 4 personnes qui payent de leur santé notre acceptation générale des pesticides dans l'environnement. Donc, la première personne à qui j'aimerais passer la parole est Monique, qui lira en fait le témoignage de notre président Serge Gillard, qui malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu se présenter aujourd'hui.
Monique, c'est à toi. Oui, bonjour. Vous m'entendez, Romain? Parfaitement, merci, c'est à toi. Parfait, merci. Alors, premièrement, je remercie Serge Giard. Monsieur Giard a écrit le témoignage que je vais vous lire. Et comme Monsieur Dugal vient de le mentionner, Monsieur Giard ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Il est avec nous à distance. Alors, Serge, je me permets de lire ton témoignage. À l'été 2014, à la suite de spasmes durant la nuit, au bras gauche et à la jambe gauche, je consulte mon médecin. Il me confirme que je suis très probablement atteint de la maladie de Parkinson. Il me transfère alors à un neurologue qui confirme ce diagnostic et ajuste la médication appropriée. Dès l'obtention de mon diplôme en agriculture en 1971, je travaille sur la ferme de mon père sur régie conventionnelle, m'occupant des cultures et du troupeau. J'utilisais alors des pesticides dont l'atrazine, le glyphosate et la péritrine, sans protection, car à cette époque, nous n'avions aucun avis que c'était dangereux de les utiliser. Et en contrepartie, nous ne posions aucune question sur le danger. Tout était une question de rendement. On nous formait de cette façon. En 2000, je décide de faire certifier la ferme en culture biologique. En 2003, je commence à vendre mes récoltes certifiées biologiques. Malgré ce passage au bio, le docteur Pierre Auger, spécialisé dans les maladies professionnelles, que j'ai consulté en 2018, confirme que ma maladie de Parkinson a été contractée lors de mes activités professionnelles durant les 30 premières années de ma vie d'agriculteur. N'ayant pas cotisé à la CNESST en tant que propriétaire de l'entreprise agricole, je ne suis pas admissible à un dédommagement pour supporter cette maladie, le Parkinson. Nous, les agriculteurs et agricultrices qui avons nourri nos familles, nos concitoyens, nous supportons les contre-coups de notre responsabilité sociale. Et j'ajoute, merci Serge pour ce témoignage. Merci d'assumer la présidence de Victimes des pesticides du Québec. Merci beaucoup, Monique. Je vais donc maintenant, peut-être que tu peux nous passer ta belle-sœur, hein, qui pourrait témoigner. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis Elisabeth McNamara. Je suis une agricultrice de l'Outaouais à la retraite et j'ai reçu un diagnostic de Parkinson en 2016. Mon ex-conjoint a reçu le même diagnostic en 2009. Cependant, les symptômes qui affectent notre santé étaient présents depuis plusieurs années et de nombreuses questions me venaient à l'esprit. Car nous avons pratiqué une agriculture conventionnelle pendant plus de 20 ans ensemble et nous avons dû utiliser des pesticides pour demeurer compétitifs. Aussi, alors, j'ai appris qu'un agriculteur français avait mené et gagné un combat pour faire connaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle. J'étais déjà curieuse d'en savoir plus. Toutefois, la diffusion du reportage « Quand les pesticides rendent malade » dans le cadre de l'émission La Semaine verte du 24 novembre 2018
fut l'élément déclencheur qui m'a poussé à l'action. Je me suis dit que mon ex-conjoint et moi n'avions jamais mentionné à l'UPA que nous étions atteints tous les deux de Parkinson. Et de plus, je me suis demandé combien d'autres personnes étaient dans notre situation et si l'UPA qui représente ces personnes était au courant. J'ai donc écrit à l'UPA l'Outaouais-Laurentide pour l'informer de notre maladie et de lui demander de recueillir des données au sujet des agricultrices et agriculteurs souffrant de Parkinson. Et par la suite d'exercer des pressions auprès des instances gouvernementales afin que la maladie de Parkinson soit reconnue comme une maladie professionnelle au sein de la population agricole du Québec, comme c'est le cas en France depuis 2012. En juin 2019, dans le seul but d'éviter aux agricultrices et agriculteurs d'aujourd'hui et demain de développer le Parkinson, en étant exposés aux pesticides, mon ex-conjoint et moi avons accepté d'accorder une entrevue à une journaliste de la presse et revivre aussi toutes ces années de travail dur sur la ferme. Enfin, comme agricultrice vivant depuis plusieurs années avec le Parkinson, je suis convaincue qu'il faut emmener des médecins de famille et des neurologues à poser des questions aux personnes qui reçoivent un diagnostic de Parkinson pour savoir si ces personnes vivent ou vivaient sur une ferme ou dans un environnement où elles auraient pu être exposées aux pesticides. C'est pourquoi je recommande que les neurologues tiennent un registre de leurs patients atteints de Parkinson ayant été exposés aux pesticides et que ces neurologues travaillent de concert avec l'UPA pour centraliser les informations relatives à l'exposition aux pesticides et au développement de la maladie de Parkinson. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais maintenant demander à Serge Boali de témoigner. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Serge Boali. J'ai 54 ans. Ma vie a changé au mois de mars 2018. J'avais consulté mon médecin de famille à ce moment-là pour des trucs de tremblement. Et tout s'enlignait vers les tremblements essentiels. Alors, moi, je me sentais positif à ce moment-là. J'ai rencontré le neurologue Mme Pourchet à Québec, je reste à Québec. Mme Pourchet a pris sa retraite. Pas juste à cause de ça. Elle a pris sa retraite et alors j'ai été. C'est à ce moment-là qu'elle m'a annoncé que j'avais le Parkinson. Puis le fait de sang de tour. C'était une longue distance. Et c'est sûr que j'ai mal réalisé. Quand je voyais pas les oreilles, c'était une basse en plein fond. Ça change une vie. Ça change une vie au niveau personnel. Ça change une vie au niveau familial. Ça change la vie aussi au niveau du travail. Je pense. Au niveau du travail, ça change beaucoup aussi au niveau du travail. Mais ça prend des gens qui nous aident. On ne peut pas passer au travers sans avoir d'aide. Souvent, on peut avoir la pensée magique de dire je vais passer tout seul, je vais passer au travers tout seul, mais ça ne se déroule pas de cette façon-là. L'aide peut venir un peu partout. Dans mon cas, moi, c'était ma famille qui me supporte au travers de ça, les enfants. Je suis père de 2 filles de 12 et 16 ans. J'ai une conjointe aussi, ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble. Au départ, je comptais sur eux pour m'aider. Je ne cherchais pas de professionnel. Je me suis dit, tout seul avec ma famille, moi, je vais passer au travail. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, c'est un fardeau de plus qu'on donne à notre famille. Ils n'ont pas besoin
de nous voir souffrir. Ils veulent connaître leur père comme il a toujours été. C'était très dur au niveau des enfants. Les enfants, je ne voulais pas que j'en parle. Quand j'en entends parler, ben là, je voulais qu'on m'écoute. Je suis pas seul à là. Mais il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps à nos enfants, à nos conjoints, de réaliser ce qui se passe. C'est toi qui es le changement. C'est toi qui vas changer. Oui, le Parkinson, au départ, c'est les tremblements. C'est les tremblements. C'est le mec qu'on. Moi, je pensais que c'était juste les tremblements. Mais ça affecte beaucoup sur d'autres facettes. Ça joue sur notre condition physique. Fatigue, mal partout, difficulté à se pencher, à se relever, marcher, mais comme on se fait tirer par un côté, perte d'équilibre, perte d'appétit, donner la vie. J'ai eu beaucoup de symptômes. Présentement, ça ne paraît pas beaucoup. Au point de vue visible, il y a des gens qui ne le remarquent pas. Sauf que je l'ai. Et moi, je sais où je suis rendu là ça. Les médicaments ont fait beaucoup d'effets et ils continuent à faire beaucoup, beaucoup pour moi. Je suis bien contrôlé. Je suis très appuyé. Avec le temps, j'ai appris à frapper à des portes, à demander de l'aide. Je ne vais pas sortir du garde-robe, mais de dire aux gens, je souffre et j'ai besoin d'aide. Ça, c'est une grosse, c'est très gros pour moi d'aller vers là. Je me sens entouré de gens géniaux, vraiment, vraiment génial. Neurologue, neuropsy, psychologue, la famille, le travail, mes amis, tous les gens que je côtoie le savent. Je le dis à tout le monde. Ça me permet de libérer un peu mes épaules. Cependant, je ne l'accepte pas encore. Puis je ne sais pas quand l'acceptation va se faire, peut-être qu'elle ne se fera jamais. Je vis avec. Je ne lui donne pas de privilège parce que je ne la nomme pas. Je ne la nomme pas parce que je ne l'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu que cette maladie-là s'introduise en moi. Je dois dealer avec ça. Je n'ai pas le choix. Mais je ne l'accepterai pas parce que ça a été causé par des pesticides. Puis moi, si on m'avait informé à ce moment-là que tous les pesticides que j'utilisais me rendraient dans une condition comme le Parkinson, ben, je les aurais peut-être pas utilisés, ces produits-là. Moi, j'aurais changé ma vie, j'aurais changé d'emploi, mais pendant 10 ans, des années 90 à 2000, nommer tous les produits de herbicides, insecticides, fongicides, nommez-les tous, je les ai tous utilisés. J'ai utilisé vraiment énormément de Roundup. J'en ai appliqué, je ne donnerai pas la ville parce que je ne veux pas. Je faisais les traitements des trottoirs pour enlever les mauvaises heures, les terrains publics, les aires de jeu des enfants, les bordures de route. C'était mon quotidien. Moi, je me levais le matin, j'allais travailler, j'étais fier de moi, j'ai fait une autre journée. Mais si j'avais su que 20 ans plus tard, ça serait j'aurais eu le diagnostic de Parkinson, j'aurais dit non, vous faites des blagues. Mais là, c'est pas des blagues. Je vous dis à vous, c'est pas drôle par tout. Présentement, je suis capable d'en parler. Je suis bien contrôlé, qui fait en sorte que je suis capable de m'exprimer. Je suis capable de vous faire part de mes émotions par rapport à ça. Mais je ne l'accepte pas. Puis, mon avenir à moi, mon futur, c'est au jour le jour. Je ne pense pas un an d'avance. C'est la prochaine journée, est-ce que je vais bien aller? Je fais tous les conseils que les gens me disent de faire dans le niveau des professionnels. J'essaie présentement de m'impliquer. Si mon témoignage peut aider une personne, je vais être heureux. Je veux sensibiliser la population que ces produits-là font des dommages sur nous. Si je peux aider une personne, ce serait mon gagne-pain, plus que d'avoir de l'argent. Si vous voulez communiquer avec moi, si vous voulez savoir où demander de l'aide, comment faire, où aller, qui prendre, je peux vous aider là-dessus.
mais je ne suis pas un spécialiste, je ne fais pas de recherche là-dessus. Mais moi, ça m'a atteint. Puis je ne veux pas que d'autres personnes comme moi soient atteintes. C'est vraiment important pour moi. Dans ma vie de tous les jours, je suis un leader. Alors, j'aime beaucoup m'enterrer de gens. Mon travail que je fais depuis 20 ans fait en sorte que je dois être un leader. Mais je peux être leader au travail, je vais être un leader à la maison aussi, je vais être un leader partout. À un moment donné, il faut un peu relâcher parce que c'est trop, ça devient trop. D'en parler tous les jours, ça devient trop. J'use beaucoup d'humour. Moi, l'autodérision, ça ne me dérange pas par tout. Je ris de moi à tous les jours. Mes amis, en leur disant, aussi, ça a dédramatisé le fait que j'étais atteint de la maladie. Je ne sais pas si vous allez rire, mais mes amis, depuis que j'ai eu le diagnostic, m'appellent McFly. McFly, c'est un des premiers leaders qui a eu une niveau mondial pour faire reconnaître la maladie. C'est Michael J. Fox. Il l'a eu en 91, mais il ne l'a pas dit avant 1996. Il a été 5 ans à cacher ces troubles-là. Moi, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. C'est plus que moi. L'ultime besoin que j'ai, c'est de guérir. Sauf que c'est utopique de dire de guérir. Alors, je vais avec. Je ne l'accepte pas encore. Je ne pense pas que je vais l'accepter. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai essayé de faire du mieux que je peux. Je vous remercie beaucoup. Serge, j'aimerais rappeler que Serge n'est pas agriculteur, il était pesticide du nord de la province de Québec, du Québec. J'aimerais maintenant passer la parole à... Excusez-moi, je fais un petit réglage. À Charles Cartier, qui lui est également agriculteur. Nous sommes en train de faire un dernier réglage. Je vous présente Charles Cartier. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je devais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous pour une cause noble, soit celle de contrer des croissances des maladies génétiques dans la société pour les personnes exposées aux pesticides. Je suis moi-même atteint de la maladie de Parkinson. Celle-ci a été diagnostiquée par un neurologue en 1917. Pourtant, il n'existe aucun antécédent dans ma famille. Mais j'ai utilisé des pesticides sur ma ferme comme le faisaient à l'époque tous les agriculteurs du Québec. Cette maladie m'a empêché de poursuivre la pratique de mon métier d'agriculteur. Aujourd'hui, je dois laisser tomber des responsabilités, alors que ma femme et mon fils doivent prendre la relève, alors que celle-ci n'avait été planifiée en fonction de la maladie. Cette minorité est extrêmement difficile à accepter et je sais que je suis pas le seul à devoir faire face à cette terrible réalité. Pour toutes ces raisons, j'ai accepté à la demande de celle de m'associer à la victime de pesticides du Québec et m'impliquer au conseil d'administration pour atteindre des résultats dans une mission reliée à des objectifs précis. Dans quelques minutes, des recommandations concrètes seront présentées car bien que le risque zéro n'existe pas, l'intervention de la classe politique est primordiale. Notre démarche adresse, entre autres, au ministre de l'Agriculture qui est invité à revoir les techniques de production et de désherbage. À la suite de récentes études publiées ce printemps, l'émergence d'un nouveau paradigme à vue de jour, dont le but est de démontrer le rôle clé des plantes adventistes dans le fonctionnement des agroécosystèmes, soit la gestion des exploitations irrégulières. Il faut reconsidérer les plantes adventistes
non pas comme des mauvaises herbes à éliminer, donc à tuer, mais en réalité à les considérer comme des alliés, à apprendre à les maîtriser. Tel est le véritable défi qui non pas dans la facilité avec des formules chimiques, mais en faisant preuve de rationalité. Comme mentionné plus haut, avant de la volonté politique du Conseil des ministres et du Premier ministre pour que les choses changent. Enfin, la pensée positive doit guider les actions et les moyens d'action précis pour assurer le bien-être des personnes affligées par toute calamité et ses répercussions sur l'ensemble de la société. Merci à tous. Merci beaucoup, Charles, pour ce témoignage poignant aussi. J'aimerais maintenant redonner la parole à Pascal, qui va nous présenter les recommandations majeures de notre organisme. Donc, effectivement, bonjour, Victimes de pesticides du Québec a travaillé à une liste de recommandations prioritaires à adresser, qu'on adresse aujourd'hui au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, donc du Canada, et ainsi, dans une moindre mesure, mais non négligeable, à toutes les municipalités qui peuvent agir sur le dossier. Donc, pour commencer, en fait, je vais repasser tout de suite la parole à Romain. On va se partager la présentation de ces recommandations. Naturellement, la première de nos recommandations vise à assurer et à protéger les personnes les plus exposées. Ainsi, le gouvernement du Québec doit assurer une prise en charge publique des maladies associées à l'exposition professionnelle aux pesticides. Le gouvernement du Québec doit également mettre en place des systèmes pour surveiller les risques associés aux pesticides. Ainsi que la DSP de la Montérégie l'avait souligné, il n'existe aujourd'hui aucun moyen pour recenser de manière systématique les maladies associées aux pesticides et il n'existe pas non plus de moyen de connaître de manière très spécifique l'exposition, ce qui empêche en fait toute étude possible. Donc le gouvernement doit mettre en place ces systèmes de collecte de données, de l'utilisation des pesticides, mais également de recensement des maladies qui leur sont associées. Évidemment, parmi nos recommandations également, il est indispensable de réduire à la source les pesticides pour prévenir les risques. Parce qu'évidemment, on s'inscrit dans un combat pour prévenir les risques, comme ça a été dit. Le gouvernement du Canada et du Québec doivent donc interdire ou restreindre très sévèrement tous les pesticides qui sont probablement cancérigènes, mutagènes, neurotoxiques, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens, qui sont les voies de manifestation de la dangerosité de ces pesticides. Évidemment, ces interdictions doivent commencer par les pesticides, par prioriser les pesticides les plus utilisés, sur la base d'une recommandation d'un comité scientifique indépendant d'industrie. Évidemment, c'est bien important dans toutes les polémiques qu'on a entendues et on a vu sur la question des pesticides, la question de l'indépendance des données notamment est cruciale et critique pour être à même de poser un regard juste sur l'impact des pesticides sur la santé. La réduction, la prévention des risques se fait d'une part par interdire les pesticides les plus dangereux, ceux qui ont un impact sur la santé, qui sont reconnus, et d'autre part, réduire les risques d'exposition de base. Donc, par exemple, il n'y a pas de surveillance des pesticides dans l'air au Québec. Pourquoi? Comment? C'est un chantier à ouvrir, vu que le gouvernement du Québec, que les municipalités et le gouvernement fédéral doivent s'employer à ouvrir. Quant à l'eau, les échantillonnages et les normes maximales de pesticides dans l'eau sont vraiment insuffisantes aujourd'hui. Des rapports démontrent qu'il y a un total de très nombreux pesticides présents dans les cours d'eau en milieu agricole au Québec. Pourtant, les municipalités n'échantillonnent pas tous les pesticides qu'on retrouve dans ces cours d'eau en milieu agricole. Donc, il est donc nécessaire que le gouvernement du Québec, en lien avec les municipalités du Québec, agrandisse la liste des pesticides évalués par le règlement sur l'eau potable et réduise les normes maximales de pesticides admises dans l'eau potable pour protéger adéquatement la santé. Merci Pascal. Nos recommandations visent également les municipalités québécoises.
Nous pensons qu'elle devrait interdire la vente et l'utilisation des pesticides utilisés à des fins esthétiques ou utilisés professionnellement à proximité des établissements hébergeant des publics sensibles, tels que les établissements de santé, les écoles, les résidences pour aînés. Évidemment, le débat doit se passer dans les municipalités pour réfléchir aussi, et dans les municipalités, mais aussi au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, pour promouvoir toutes les mesures alternatives aux pesticides, et en particulier en milieu agricole. Aujourd'hui, de très nombreux agriculteurs, agricultrices démontrent qu'il est possible de faire de l'agriculture sans pesticides ou de façon en minimisant l'utilisation de pesticides, qui se traduit par des réductions drastiques, sans nuire au rendement, en obtenant une multitude d'avantages connexes pour l'environnement notamment, etc. Donc nous demandons donc au ministre de l'Agriculture d'accroître les financements de la recherche et surtout de réorienter les subventions existantes vers le transfert sur le terrain des pratiques alternatives existantes démontrées pour réduire l'utilisation de pesticides. On peut mentionner à titre d'exemple, par exemple, la gestion intégrée des nuisances aux cultures, la lutte biologique, les cultures intercalaires, les engrais verts, la culture de couverture, les bandes fleuries, l'agroforesterie, les pratiques régénératrices des sols, etc., etc. Les solutions techniques existent. Il suffit aujourd'hui d'avoir la volonté politique suffisante d'accompagner les acteurs en place pour mettre en œuvre toutes ces solutions qui nous permettraient d'éviter d'avoir les impacts sur la santé des pesticides que nous constatons aujourd'hui. J'aimerais passer maintenant la parole à Monique qui va plus précisément parler de notre appel à l'action, nos appels à l'action que nous sommes en faire aujourd'hui. À toi, Monique. Oui. Alors, première, vous m'entendez, Pascal? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, merci. Merci de votre attention, à vous qui êtes avec nous, mais j'adresse aussi un merci tout spécial à toutes les personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui participent à ce lancement, que ce soit sur place ou à distance. Notre association Victimes des pesticides du Québec ne prend pas en pitié les victimes des pesticides, mais veut accompagner ces battants, ces battantes qui n'ont pas laissé la maladie altérer leur volonté de participer au mieux-être de la société. Nous croyons à une action collective. Par conséquent, nous nous tournons vers toutes les personnes exposées aux pesticides parce que les personnes atteintes ignorent très souvent la cause de leur maladie. D'où l'importance de se renseigner, d'en parler et d'oser témoigner, comme je crois nous l'a rappelé M. Boily et toutes les autres personnes qui ont témoigné. Il nous apparaît primordial que ces personnes atteintes de maladies causées par les pesticides et leur entourage soient informées des conséquences dévastatrices des pesticides sur la santé, qu'elles ne souffrent plus d'isolement et qu'elles puissent se rassembler pour faire valoir leurs droits. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous personnellement ou par l'entremise d'associations de patients. Ensemble, brisons le silence. Maintenant, nous nous tournons aussi vers les responsables de la santé publique et du milieu médical. Malheureusement, le développement de maladies liées aux pesticides ne prend pas de pause pendant la pandémie. Et force est de constater qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de prise en charge adéquate de ce dossier par les responsables de la santé publique, et ce, malgré des données scientifiques reconnues mondialement et des alertes lancées dans de nombreux pays. Quant au milieu médical, il ne connaît pas suffisamment les liens entre les maladies liées aux pesticides et leurs causes. C'est pourquoi il est essentiel que les médecins, les infirmières, les psychologues
et les autres intervenants et intervenants se parlent et accompagnent les patients victimes des pesticides. Il en va de leur responsabilité professionnelle et de leur engagement communautaire, qui doit aller au-delà du traitement immédiat des symptômes. Enfin, Victimes des pesticides du Québec se tourne vers les décideurs publics au Québec, au fédéral et dans les municipalités. Le passage à l'action de ces derniers est indispensable pour répondre aux attentes de la population. Déjà en 2017, dans un sondage commandé par le MAPAC, 88% des Québécoises et des Québécois interrogés se disaient préoccupés par les conséquences des résidus de pesticides sur leur santé et leur environnement. Parmi les enjeux mentionnés dans ce sondage, l'enjeu des pesticides est celui qui préoccupait le plus la population du Québec. Ainsi, nul doute que tous les échelons gouvernementaux doivent s'impliquer à fond dans ce dossier. Enfin, nous souhaitons annoncer, avec ce lancement aujourd'hui, que nous sommes disponibles pour intervenir auprès de toutes les organisations qui solliciteraient notre aide et pour travailler de concert avec tous nos partenaires, car nous prenons pleinement conscience que Victimes des pesticides du Québec est dorénavant un acteur incontournable pour un Québec en santé sans pesticides. Merci. Merci beaucoup, Monique. Excellent exposé qui, je l'espère, va interpeller la population pour passer à l'action, va interpeller également nos décideurs politiques et interpellera le corps médical. Nous avons la chance d'avoir des journalistes dans notre assemblée qui ont décidé d'assister à cette réunion. J'aimerais les inviter à se manifester et à poser des questions directement. Et comme nous avons été extrêmement diligents avec le temps, nous aurons également le temps d'adresser les questions dans la salle, mais nous aimerions d'abord donner la priorité aux journalistes présents dans la salle. Dans la salle ou en ligne. Oui, nous avons une question de Madame Daphné Cameron de la presse. Je vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour votre présentation. Le ministre de l'Agriculture devrait rendre public son plan d'agriculture durable quelque part à la mi-octobre. C'est quoi vos attentes, puis qu'est-ce que vous espérez de cet exercice-là qui est en fait la réponse à la commission parlementaire sur les pesticides? Voilà. Merci pour la question. Effectivement, le plan d'agriculture durable a été annoncé et on attend. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un sérieux virage vers une transition de l'agriculture, vers plus d'agroécologie, vers moins d'utilisation de pesticides. Aujourd'hui, des premiers échos qu'on en a, on n'a pas de garantie que cette transition et ce virage va être pris. On l'espère encore. Plus concrètement, ça inclut, par exemple, de repenser toutes les subventions qui sont aujourd'hui orientées à favoriser l'utilisation de pesticides ou qui encouragent indirectement l'utilisation vraiment massive de pesticides. Ça implique également de soutenir davantage la transition vers le passage à l'agriculture biologique ou vers des pratiques qui réduisent significativement, par exemple, l'utilisation de pesticides. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects des politiques agricoles menées par le Québec qui pourraient changer la donne. Mais ce qu'on demande avant tout, c'est la prise en compte, avant tout et surtout, c'est la prise en compte par le ministère de l'Agriculture de son rôle clé pour accompagner les agriculteurs dans ce changement
et pour accompagner les agriculteurs aussi dans la gestion des risques causés par les pesticides. Aujourd'hui, les pesticides, la gestion des pesticides est, on déresponsabilise l'industrie, évidemment, les gouvernements qui les autorisent pour en donner la responsabilité finale aux agriculteurs ou aux utilisateurs et utilisatrices. C'est ça l'enjeu principal, c'est que ces utilisateurs et utilisatrices se retrouvent un petit peu coincés dans une situation où on leur dit que c'est sécuritaire, mais on constate de plus en plus d'impact sur la santé. Donc le ministère de l'Agriculture doit être là pour les aider, pour les accompagner, et pas leur dire, vous inquiétez pas, c'est sécuritaire, circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà, c'est un peu... Enfin, je ne sais pas si c'est complet comme réponse pour vous, mais on pourrait en revenir plus en détail aussi. Et concernant la reconnaissance de maladies professionnelles pour le Parkinson et le lymphome non-Hodgkinien, est-ce que vous trouvez que le gouvernement du Québec traîne la patte dans le dossier? Il était censé réexaminer comme la liste des maladies professionnelles depuis, j'ai perdu le compte des mois, là, depuis longtemps déjà. Est-ce que vous trouvez ça long? Est-ce que vous êtes impatient? Ben, personnellement, je ne le suis pas. J'imagine que les personnes qui vivent aujourd'hui avec la maladie de Parkinson ou d'autres maladies sont effectivement, eux, impatients de voir leur maladie reconnue comme maladie professionnelle, mais également que le risque auquel ils ont été exposés pendant toute leur vie soit enfin reconnu, pas tant par le gouvernement, par la société québécoise dans sa totalité. Le ministre Boulay devait effectivement sortir revoir la liste des maladies professionnelles depuis l'année dernière. Nous sommes effectivement impatients de revoir cette liste. Il est important pour nous que la maladie de Parkinson, le lymphome non-Hodgkinien et le myélome intègrent rapidement cette liste et qu'elle soit à toute fin liée à l'exposition aux pesticides. C'est vraiment important que le fardeau de la preuve ne soit plus sur le dos des victimes. Donc, pour répondre est-ce que ça répond à votre question? Romain, oui, Romain, vous m'entendez? Oui. Je peux ajouter un petit complément d'information pour Mme Cameron, parce que, évidemment, comme tu disais, on suit de très près ce dossier et on espère aujourd'hui qu'on nous écoute parce qu'il y a à peu près 3 semaines, 4 semaines, une conseillère politique nous a informé nous, en s'informant auprès d'elle, qu'un projet de loi serait déposé à l'automne par le ministre du Travail, donc M. Boulet, justement pour revoir cette liste de maladies professionnelles. Alors, comme tu disais, nous attendons là, impatiemment. Si je peux me permettre une dernière question, j'aimerais ça savoir, depuis que vous avez commencé à faire des appels aux gens qui souffrent du Parkinson, qui auraient pu être exposés aux pesticides, est-ce qu'il y a combien de personnes, en fait, qui ont répondu à votre appel ou combien de personnes sont dans votre regroupement? Donc c'est sûr que aujourd'hui, on est en train de constituer on est en train de lancer le premier appel à se joindre à nous. Donc, c'est sûr que notre base de membres est vraiment limitée à des personnes qui sont déjà conscients et intéressés aux enjeux. Puis, on compte évidemment sur travailler en étroite collaboration avec beaucoup d'organisations d'associations de patients, comme Parkinson Québec, Autisme Montréal, Myélome Canada, l'Association pour la transplantation, etc. Donc, de travailler avec eux pour servir d'expertise, pour eux les équiper aussi dans leur mission d'accompagnement de leurs patients. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça... Il est important de comprendre que Victimes des pesticides est non seulement une association qui regroupe des individus, mais c'est également une coalition d'associations de patients. Donc, comme Pascal l'a listé, aujourd'hui, nous en avons 4 qui sont derrière nous. Nous en avons au moins le double qui souhaitent rejoindre notre organisation, mais qui, pour l'instant, essayent de trouver la place qu'elles peuvent trouver dans notre organisation.
Donc, c'est vraiment, on a deux types de clientèle, les individus, effectivement, mais on a vraiment, ce qu'on souhaite, c'est se prévaloir du poids de toutes ces associations de patients. Juste un petit complément de réponse sur l'aspect maladie professionnelle. C'est important de se rendre compte aussi aujourd'hui que la loi sur la santé au travail n'est pas encore tellement appliquée pour le milieu de l'agriculture. Et d'autre part, de penser aussi, oui, à ajouter des maladies à la liste des maladies professionnelles, c'est essentiel, mais aussi trouver des mécanismes qui vont permettre de le faire en continu au fur et à mesure des nouveaux consensus scientifiques qui émergent. Et ça nous paraît indispensable parce que sinon, si on doit attendre encore 40 ans avant de mettre à jour de nouveau la liste des maladies professionnelles, on s'en sort plus. Et on espère autre chose, en tout cas, du gouvernement et de la gestion de la CNSST. Puis je rajoute aussi que le ministère du Travail doit s'engager avec tous les partenaires agricoles, dont l'UPA, pour s'assurer que la couverture des agriculteurs, qu'il y ait une couverture des agriculteurs qui soit adéquate. Aujourd'hui, la situation comme quoi 70% n'est pas assurée, n'est pas acceptable en l'état, parce qu'encore une fois, on déresponsabilise complètement. Le gouvernement se déresponsabilise complètement. Il y a d'autres questions? C'est bien, merci. Je vois là une question de Gabriel Proux de Radio-Canada qui posait la question quel genre d'indemnisation demande au gouvernement du Québec. Premièrement, le type d'indemnisation que l'on recherche, c'est l'indemnisation qui existe aujourd'hui. La CNSST est capable d'indemniser les travailleurs, au sens de la loi, les gens qui ont payé leurs cotisations, et de leur fournir des indemnités si leur maladie est listée dans la liste des maladies professionnelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'organisme payeur est la CNSST. Les agriculteurs peuvent s'inscrire de manière autonome à la CNSST, c'est parfaitement accepté. Malheureusement, ils ne le font pas et comme Pascal le disait, en fait, le gouvernement a tout simplement poussé le fardeau de la preuve sur les agriculteurs et leur pousse également le fardeau de l'inscription à la CNSST. Ce qui est important pour nous, c'est que l'UPA effectivement rejoigne le gouvernement pour aider les agriculteurs à rejoindre ce régime de couverture sociale. Il existe en France depuis cette année un fonds d'indemnisation pour tous ceux qui n'ont pas cotisé à la CNSST. Donc c'est un mécanisme d'indemnisation rétrospectif. Nous, il nous semble juste que ce fonds existe également au Québec, mais ce qui nous semble le plus important, c'est de mettre en place très rapidement un mécanisme afin que les personnes les plus exposées soient indemnisées via la CNSST. Vous demandez est-ce qu'il existe un montant précis qu'on demande comme indemnité? Je ne pense pas que c'est à nous de décider quels sont les montants à offrir comme indemnité. La CNSST va faire son travail d'évaluation et ils décideront. C'est à eux de décider. En fait, ce qui est important, nous, on force pour qu'il y ait un mécanisme en place. Oui, c'est important de préciser aussi que notre travail s'inscrit en complémentarité des actions en justice qui peuvent être prises par les personnes qui le désirent aussi et qui peuvent demander des indemnisations ou des dédommagements directement auprès de ces compagnies. Et les compagnies qui produisent les pesticides et qui les commercialisent sans forcément toujours donner l'information adéquate. Donc, ça a été très médiatisé aux États-Unis. Il y a beaucoup de cas au Québec, au Canada, de personnes qui sont joints à ce recours collectif. C'est sûr que cette existence de recours collectif est complémentaire et nous, on vise vraiment à accompagner et à faire
finalement un volet de mobilisation sociale, politique sur ces enjeux, pour que ça ne reste pas cantonné au domaine finalement strictement judiciaire. Donc voilà, c'est bien de conserver, de penser qu'il y a ces deux aspects en parallèle, mais que voilà, qui sont relativement autonomes, même si c'est complémentaire. Il y aura d'autres questions. Donc, votre sous-question sur quel genre d'action collective allez-vous mettre en place pour interpeller le gouvernement du Québec. Donc, évidemment, aujourd'hui, on annonce la création officielle de victimes des pesticides du Québec. On a envie d'abord qu'on nous reconnaisse, qu'on reconnaisse les victimes et qu'on soit associé aux décisions et aux enjeux et à l'élaboration finalement de solutions. Ça, c'est le premier aspect. Évidemment, on a conscience aussi qu'aujourd'hui, il y a besoin de faire des actions collectives dans le sens de faire valoir et de montrer l'importance du dossier pour un nombre vraiment important de personnes. Et donc ça va prendre plusieurs différentes formes dans les prochains mois et années, au fur et à mesure là, du déroulement des activités de victimes des pesticides du Québec. Aujourd'hui, on est encore dans la phase de lancement et on va très bientôt annoncer d'autres projets et on aura, j'espère, d'autres occasions de sensibiliser, mobiliser et contribuer aux solutions à apporter dans le dossier. Ce qui est important, c'est que Victimes des pesticides se positionne réellement comme un organisme partenaire du gouvernement. Nous souhaitons aider le gouvernement à effectuer cette transition. Donc, nous avons effectivement en tête des actions collectives dans lesquelles seront impliquées toutes les associations de patients qui ont décidé de nous rejoindre. Mais notre but, essentiellement, c'est de collaborer avec le gouvernement pour faire cette transition, comme je le disais, et que les personnes qui souffrent aujourd'hui soient indemnisées correctement. Avez-vous d'autres questions? Je pense qu'on peut donc ouvrir maintenant le micro dans la salle. Je pense que Pierre avait une question. Non, je n'ai pas une question, mais j'ai des commentaires. C'est Pierre Auger là, qui parle. Alors, belle présentation, je vous félicite. Par contre, bon, on parlait beaucoup de Parkinson, mais on oublie les autres maladies. On n'a pas parlé beaucoup. Les lymphomes non-Hodgkiniens. Comme ancien hémato-oncologue, je peux savoir que c'est le genre de pathologie que j'aimerais pas avoir. Dans le milieu de travail, en général, on a une approche qu'on appelle par pyramidale. Et la première intervention qu'on a dans le milieu du travail, c'est enlever complètement, éliminer complètement l'agent potentiel toxique. Et en général, c'est difficile à faire dans les milieux de travail. Okay? Alors après ça, ben, il nous reste le port de masque, puis la ventilation, etc. Mais ici, nous autres, on est quand même relativement chanceux. Parce que justement, il y a des façons d'éliminer, entre autres, comme disait Pascal, là, la lutte intégrée, l'agriculture biologique, qui éventuellement, à long terme, va nous diminuer notre diminution à l'exposition aux pesticides. Donc, de ce côté-là, on a... je pense que le gouvernement commence tranquillement à parler là-dessus, mais je pense qu'il faudrait insister, je ne sais pas, c'est moi de préparer des formations pour les agriculteurs pour qu'il soit plus facile pour eux autres de transformer leur agriculture. Puis, juste un dernier point, on a parlé beaucoup des adultes, mais il ne faut pas oublier les enfants à naître, les femmes enceintes, OK? Puis là, ben, le rapport de l'INSERM dont vous parlez, là, entre autres, ça parle de leucémie aiguë chez les enfants. Okay? Les enfants à naître, on parle de tumeurs cérébrales, c'est toutes des pathologies qui ne sont pas drôles à avoir quand tu es jeune. Là. Donc, je pense qu'aussi, il faudrait faire des pressions pour qu'éventuellement, d'abord, les médecins soient au courant qu'il y a des risques chez les femmes enceintes et qu'ils demandent le retrait préventif qui est prévu dans la loi de santé et sécurité au travail, le retrait préventif de la femme enceinte, et que cette femme-là ne soit plus exposée aux pesticides. Alors, fin des commentaires.
Merci Pierre-Roger pour ce commentaire. C'est très intéressant, évidemment, avec lequel on est 100% d'accord. C'est difficile de lister l'ensemble des maladies potentiellement liées aux pesticides de façon synthétique. On a fait certains choix, mais évidemment, toutes les maladies en lien nous intéressent et toutes les personnes qui souffrent de ces maladies. Voilà, on a envie d'agir avec toutes ces personnes. Donc, merci pour le commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut prendre le temps. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Il y a une... Ah, Je vous écoute. Donc, je répète la question pour les personnes à distance. Est-ce qu'on a des chiffres sur la représentation ou le ratio homme-femme dans les personnes atteintes de maladies liées aux pesticides? Aujourd'hui, à ma connaissance, au Québec, on n'a pas d'informations précises, étant donné qu'il y a un manque d'informations quand même assez criant. Cela dit, c'est sûr que les conjoints d'agriculteurs sont fortement, en général, exposés également aux pesticides, même si elles ne travaillent pas directement dans les champs. Parce que, en général, mais voilà, la maison va être sur le lieu de travail, le lieu de vie va être au milieu des champs, donc l'exposition va être plus grande, puis que les personnes qui vont utiliser les pesticides, que ce soit les agriculteurs ou d'autres, vont ramener leurs habits, par exemple, leurs vêtements à la maison. Ça va entraîner énormément de contamination, par exemple, de l'air intérieur. Donc voilà, c'est juste pour dire, oui, ça concerne les hommes et les femmes, évidemment. Puis ça concerne les utilisateurs de pesticides au premier lieu, mais aussi tout leur entourage qui sont directement en lien, parce que c'est des personnes aussi qui sont co-exposées de façon très importante. Donc il y a une information additionnelle dans la salle de Gérald Chouinard, agronome. Donc c'est juste pour mentionner que la conjointe d'un agriculteur était décédée de la maladie de Parkinson, donc c'était arrivé. Il y a des exemples concrets qui peuvent le démontrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Sinon, il y aurait une autre question dans la salle. Oui, donc une question de Serge Boilly. À quel niveau les conjoints, les personnes qui ont le Parkinson, le risque, si moi je l'ai, est-ce que je l'ai transmis à mes enfants? Ça devient-tu de la génétique? Ça devient-tu... je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que j'étais clair? C'est une question très très pertinente. Dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est très rarement une maladie héréditaire. Par contre, comme Louis-Éric le mentionnait, ou le docteur Roger le mentionnait, l'exposition des parties conjointes, donc des femmes essentiellement, peut provoquer des malformations, des mutations chez les enfants à venir. Et ce qu'on observe, c'est également des mutations qui peuvent augmenter la sensibilité une fois que les enfants deviennent adultes. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement. La première réponse, c'est que le Parkinson n'est pas une maladie héréditaire dans la grande majeure partie des cas. Cependant, les pesticides peuvent induire des mutations qui peuvent se voir chez des enfants ou des petits-enfants, comme je le disais,
donc à plusieurs générations, et ça apparaît même s'ils ne sont pas exposés eux-mêmes directement aux pesticides. Vous avez une autre question? Oui, je te reprends juste après ça. On a une question de Madame Vandelac, qui est une spécialiste des pesticides. Oui, bonjour. Établir mon audio. Voilà. Bonjour. D'abord, je vous remercie énormément de tous ces témoignages et merci pour cette conférence de presse. Et c'est non seulement très touchant, mais ça m'interpelle aussi profondément. Mon frère est mort de Parkinson et c'est une question qui me préoccupe au plus haut point. Concernant les pesticides, je reviens à l'intervention de Pierre Auger, qui travaille avec nous depuis des années, comme d'ailleurs certains d'entre vous. Il est vrai qu'il faut pouvoir enlever les pesticides en milieu de travail. Et le gouvernement, bien que j'admire votre position, disant on est un organisme partenaire qui doit travailler à faire évoluer la situation et donc à assurer que le gouvernement fasse son travail, il faut aussi que le gouvernement comprenne sa responsabilité sur ces enjeux-là. Vous savez que le gouvernement canadien a reconduit pour plus de 15 ans, en 2017, après que l'Organisation mondiale de la santé ait reconnu les herbicides à base de glyphosate comme génotoxiques et potentiellement cancérigènes, donc associés notamment au cancer monochignien, a reconduit pour 15 ans, donc jusqu'en 2032, les herbicides à base de glyphosate, sur la base essentiellement des études de l'industrie. Par ailleurs, il est vrai que cette responsabilité elle est partagée par le Québec. Je suis encore complètement abasourdie de voir que Sage Pesticide, qui est un outil prétendument d'information du public et des agriculteurs, reprend encore ces données-là sans avoir fait de mise à jour significative depuis une quinzaine d'années. Quand on regarde les données sur lesquelles il s'appuie pour prétendre qu'il n'y a pas vraiment de risque avec les herbicides à base de glyphosate, c'est pour le moins problématique. Donc, je pense que cette mobilisation des gens atteints de Parkinson va être un moment clé pour faire en sorte que cette question ne soit pas considérée comme une question marginale. Vous savez, aux États-Unis, c'est plus de 125 000 personnes qui ont intenté des poursuites en cours. Et je fais aussi partie d'une association internationale qui s'appelle Justice Pesticides, qui travaille sur l'ensemble des dossiers juridiques liés aux pesticides dans le monde entier. C'est une question croissante et je ne pense pas que ça s'arrête demain matin. Enfin, je pense qu'il faut intervenir sur une remise en question de l'homologation de certains pesticides. Il est tout à fait anormal que le Québec autorise encore des produits comme l'atrazine, interdite depuis 2003 en France et en Europe, et qu'on ait des mesures aussi limitées, tant pour l'accès aux données auxquelles on a véritablement besoin, que pour je dirais, l'ensemble des outils qui s'avèrent indispensables pour qu'on puisse mettre en évidence les risques auxquels sont exposées les personnes. Et en ce sens-là, je pense que les organismes qui s'occupent de la santé au travail sont interpellés au premier chef et doivent très, très rapidement faire des études beaucoup plus consistantes que les quelques-unes qui ont été faites récemment. Je vous remercie là-dessus et merci à tout le monde. C'est extrêmement touchant et important, cette conférence de presse. Merci. Merci beaucoup, Madame Vandelac, pour ces précisions. Évidemment, on partage ces éléments. Je pense que c'est tout à fait critique de placer au centre la question de l'homologation et des données qui sont fournies au moment de l'homologation. Je me permets aussi de réagir par rapport à ce que ça a été mentionné dans l'article de Thomas Gerbet ce matin à Radio-Canada sur la dernière étude de l'IRSST sur l'étude sanitaire des pesticides agricoles les plus vendus au Québec, qui a été publiée en juin 2020. Juste pour vous dire que cette étude a des lacunes assez importantes parce qu'elle est principalement basée sur les données des agences réglementaires qui elles-mêmes sont basées sur les données appartenant à l'industrie.
Donc, lorsqu'on a des études en termes de sécurité du travail qui se basent sur les données de l'industrie, évidemment, ça pose des questions sur les conclusions qu'on en tire et sur les risques potentiels qui sont évalués. Il est d'autant plus important d'élargir la réflexion sur les risques associés aux pesticides qu'il n'y a aucun applicateur de pesticides qui va utiliser une seule molécule active pure. Ça rentre toujours dans des combinaisons de pesticides qu'on va utiliser à différents moments de l'année et année après année, évidemment. Et donc, l'effet synergique de ces combinaisons de pesticides n'est jamais pris en compte aujourd'hui dans les évaluations de pesticides ou dans l'identification des risques de pesticides. Pourtant, en toxicologie, c'est un facteur clair, aggravant de risque. Donc, souvent, on va dire que 1 et 1 sont 3 dans ces cas-là, et non 2. Vous avez compris que la combinaison de différents pesticides ensemble vont accroître les risques qu'une exposition séparée à ces pesticides. Donc voilà, c'est juste pour vous, pour mettre en garde les journalistes qui sont dans la salle et tous les éditeurs que, voilà, selon les études, si les sources à la base des études sont biaisées et ne prennent en compte que des aspects parcellaires des problèmes, évidemment, les conclusions seront en deçà des dangers qui sont constatés dans la réalité par les gens qui utilisent ces pesticides. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Il y avait deux autres questions dans la salle. J'ai entendu parler de concertation entre les professionnels, les déterminants, les milieux médicaux, mais mon commentaire serait avec qu'est-ce qui se fait à la base sur la protection. Il y a par exemple des associations, je ne connais pas beaucoup dans ça, mais quand on entend parler du CA, je ne sais pas exactement même des associations existantes des agriculteurs, pourquoi ne pas viser la base et parler justement de faire une publicité comme on en a fait combien pour la cigarette? Il y aurait un petit pourcentage de ce qui était sur la cigarette attribué à la façon de se protéger, que les pesticides que seraient sur les bouts élémentaires en attendant que s'il reste des blocs. Il y a des choses qui vont prendre des années avant ce présent. Mais actuellement, donc l'injection des gens sur le terrain. Donc, je vais répéter la question. Comment on peut atteindre les personnes sur le terrain en termes de protection directe de ces personnes et on posait la question notamment de campagnes de publicité, etc. Et l'implication de partenaires comme l'UPA. Donc, évidemment, l'enjeu de l'information de base des utilisateurs potentiels, elle est critique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que dans les recommandations, on n'a pas détaillé en détail, mais on demande une vaste campagne de sensibilisation pour prévenir, pour informer des risques aux pesticides. Évidemment, comme l'a dit Dr Roger, la première mesure à faire en termes de prévention, c'est de réduire le risque à la source, de ne pas vendre ces pesticides, de ne pas donner la possibilité de vendre ces pesticides. Aujourd'hui encore, dans les quincailleries, on trouve des publicités qui vantent, je pense que une bonne mère, elle éloigne les insectes de ses enfants avec une bouteille d'insecticide à la main. Donc des publicités qui sont vraiment absurdes et à l'encontre des bases élémentaires en santé, qui aujourd'hui voilà, ont plus de poids que des messages d'attention. Un des éléments aussi, c'est évidemment que l'industrie des pesticides est très active dans le contrôle du message. Puis, une des dernières campagnes de sensibilisation sur les risques aux pesticides qui a été destinée aux agriculteurs avait été financée par CropLife, donc l'association, ou en tout cas cofinancée par l'association qui vend ces pesticides. Donc évidemment, il y a un enjeu, un enjeu clair d'indépendance de l'information et de la qualité de l'information qui va être donnée lorsqu'on sensibilise les utilisateurs de pesticides. Donc oui, il y a beaucoup à faire sur cet enjeu. Nous, on espère pouvoir y contribuer de notre mieux, mais on demande à ce que soit mise en place une vaste campagne de sensibilisation par les autorités scientifiques pour prévenir en détail, voilà, pour informer adéquatement des risques des pesticides. On va prendre une autre question de M. Serge Boilly. Quel est l'élément déclencheur? Comme moi, ça fait 20 ans que la dernière fois que j'ai utilisé des pesticides. Le
le déclencheur de 2 ans, c'est pourquoi ça s'est manifesté là, pas avant, pas après. C'est quoi? C'est quoi l'élément déclencheur? Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Parkinson est une maladie qui se développe très lentement. C'est d'ailleurs une chance pour vous. Elle va continuer à progresser très lentement. Si vous avez été diagnostiqué il y a 2 ans, ça veut dire que vous avez la maladie probablement il y a plus de 10 ans. Donc il n'y a pas un élément déclencheur. Vous avez l'impression, lundi, j'ai eu mon rendez-vous chez le neurologue qui m'a dit que j'avais la maladie de Parkinson. Et tout d'un coup, votre vie bascule de non-Parkinson à Parkinson, mais vous aviez déjà la maladie de Parkinson depuis déjà 10 ans. Donc, ce que vous pensez, j'ai fait mon application de pesticides pendant il y a 20 ans. Mais les pesticides ont probablement fait leur travail pendant ces 20 ans et c'est rendu à un seuil qui est probablement donc autour de 80% de perte de la substance noire qui est dans votre cerveau, que là, tout d'un coup, les symptômes deviennent très apparents. Mais le travail, lui, s'effectue dès le jour 1. Et il s'effectue pas seulement sur les symptômes qu'on voit de la maladie de Parkinson, il s'effectue également sur les modifications génétiques que ces pesticides peuvent impliquer. Il y a d'autres questions dans la salle. Moi, j'aurais une question. Je vous écoute. Oui, moi, je suis un petit garçon qui a grandi dans l'Ouest canadien et les pesticides ont été utilisés depuis très, très longtemps et ça se continue. Alors, est-ce que votre association, à partir du Québec ici, sont en lien pour chercher l'appui des provinces de l'Ouest? Vous avez complètement raison. L'utilisation des pesticides est un enjeu québécois, mais c'est un enjeu c'est un enjeu mondial. C'est pour ça que nous souhaitons nous mettre en relation avec des associations, d'autres associations de patients qui touchent l'ensemble du pays. Et nous sommes également présentement en relation avec Safe Food Matters qui, eux, aident des personnes victimes de pesticides, notamment de glyphosate, à intenter des poursuites juridiques en tribunal. Donc vous avez parfaitement raison et c'est d'autant plus important que la majeure partie des pesticides au Canada est utilisée dans la partie centrale et ouest du pays. Alors, deuxième question. Est-ce que vous tentez une poursuite collective de la part des agriculteurs au Québec et peut-être même ceux de l'Ouest canadien, étant donné que Roundup, c'est une très, très grosse compagnie? Exactement. Peut-être Pascal, tu voudrais... Comme il le dit tantôt, en tout cas, aujourd'hui, Victimes de pesticides du Québec n'entend pas se placer sur le terrain judiciaire parce que tout simplement, ça prend beaucoup de moyens. C'est tout un combat. Donc nous, on préfère relayer les combats judiciaires qui sont en ce moment, qui prennent place, que ce soit à plusieurs niveaux, hein, que ce soit en termes au ministère, enfin, au tribunal administratif du travail ou à la Cour du Québec. Aujourd'hui, il y a par exemple un recours collectif qui est intenté pour les victimes de glyphosate. Donc nous, on souhaite pouvoir appuyer ces personnes-là, mais agir en complémentarité sur des changements politiques à apporter à l'enjeu, plus strictement que sur l'enjeu judiciaire.
Ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne pourra pas le faire, mais que pour l'instant, on souhaite agir en complémentarité des poursuites judiciaires qui existent déjà et qui, j'espère, il y en a potentiellement d'autres qui vont s'ajouter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous écoute. Une dans la salle, une dernière. Donc, je vais récapituler brièvement, désolé si c'est plus court, parce que je ne pense pas qu'en ligne vous entendez. La question, c'est une suggestion, c'est est-ce qu'on peut mettre en place un blog pour favoriser les témoignages de personnes qui ont été exposées, de personnes qui sont malades et qui peuvent se sentir isolées, qui ont de la difficulté à trouver des ressources au niveau local pour les accompagner ou pour les aider. Sur cet enjeu, évidemment, les victimes de pesticides du Québec, et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui, on veut laisser la place aux personnes qui sont victimes en premier lieu. Et donc, je pense que les 4 témoignages aujourd'hui en ont donné un aperçu. Et il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc, sur l'outil qu'on va utiliser pour collecter et diffuser ces témoignages, on va y réfléchir, mais oui, ça fait partie de notre intention de pouvoir relayer cette parole. Après, il faut avoir conscience que c'est dur pour plusieurs personnes qui ont été exposées d'accepter d'en parler publiquement. Donc, c'est un sujet, c'est un sujet qui peut être compliqué à exposer d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, pour plein de raisons et d'implications qui sont propres à chacun et qu'on respecte. Donc, on veut trouver une façon de relayer ces témoignages qui soient respectueux de la volonté des personnes et qui puissent effectivement contribuer à aider les autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'appel à l'action, un élément clair, c'est témoigner, sortons la parole, brisons le silence, parlons-en et rassemblons-nous pour en parler ensemble, parce que c'est comme ça que la sensibilisation là, va se faire, c'est comme ça que les choses vont évoluer ensuite. Enfin, ça part de là. Merci. Je pense qu'on a du temps pour une dernière question. Linda? Oui, bonjour. Mon nom est Linda Bérard, j'ai 52 ans et j'ai reçu mon diagnostic à l'âge de 44 ans. Moi, j'ai souvenir, victime ou non, je ne sais pas, moi j'ai souvenir cependant d'aller jouer sur la pelouse après que les compagnies soient passées arrosées pour les mauvaises herbes. Alors, je pense qu'on est tous gens atteints de la maladie de Parkinson, on a toute une source environnementale, je pense, qui fait évoluer la maladie en nous. Plus rapidement peut-être que d'autres, plus jeunes, ça va dépendre. Mais j'ai une question du rôle des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance se battent continuellement, encore même auprès de gens comme moi qui, depuis de nombreuses années, ont déjà reçu un diagnostic pour cette maladie qu'on dit grave et incurable. On se fait demander la question d'année en année pour savoir s'ils peuvent cesser de mettre nos mensualités, à savoir si ça va mieux.
pense qu'il y a une méconnaissance incroyable de la maladie. Et là, j'aborde juste le Parkinson. Je m'excuserai auprès des autres associations. Je ne connais pas trop pour les autres symptômes, les autres maladies. Mais je parle pour ma part basse, parce qu'il y a une méconnaissance incroyable de ce qu'est la maladie de Parkinson dans ce monde. Et j'inclus les compagnies d'assurance qui, là, j'imagine qu'ils vont commencer à se lancer la balle. Mais peu importe, surtout les compagnies d'assurance vont vouloir venir en aide. Un groupement comme Victimes Parkinson pour protéger leur propre portefeuille. Je ne suis pas certain, Linda, d'avoir saisi ta question. C'est quel est le rôle des compagnies privées d'assurance, c'est ça? Oui, parce que comme je vous dis, à tous les années, on se fait poser la question si on va mieux parce qu'ils veulent couper nos versements. J'imagine qu'eux autres aussi, il y aurait l'intention pour eux de faire reconnaître la maladie comme une maladie professionnelle pour aider les gens qui ont des besoins de ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suède, en 2017, c'est une compagnie d'assurance qui a fait reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle. Donc, certaines compagnies d'assurance sont effectivement assez progressistes sur le dossier. Il faut quand même se rappeler que ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des agriculteurs soient couverts. Donc, il nous apparaît plus souhaitable que la CNSST commence à couvrir les gens. Mais c'est effectivement une option à réfléchir. Merci, Linda. Écoutez, j'aimerais vous remercier à tous d'avoir été présents. Je sais que ce n'était pas évident avec cette situation rouge qui concerne Montréal et Québec. Moi, j'ai toujours pensé que c'était les régions qui étaient dans le rouge à cause des pesticides. Donc, j'aimerais que la santé publique du Québec s'intéresse à ce dossier. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent et on vous donnera naturellement les développements de notre association. On vous invite à vous inscrire par exemple à notre infolettre sur notre site internet qui va évoluer là, dans les prochains mois, mais c'est un début, donc il y a une section pour notre infolettre. On vous invite évidemment aussi, si vous le souhaitez, à devenir membre de notre organisation, pareillement sur le site internet. Et si vous souhaitez vous impliquer d'une façon ou d'une autre aussi, merci de nous contacter, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir à tous, au revoir. Bonne journée.